Professeur Ilan Grelsamer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons sollicité pour tenter de nous expliquer un peu les raisons de la colère, si l'on peut dire comme ça, d'une partie de la classe politique israélienne face au vote de la loi la nuit dernière, de cette fameuse loi sur la nationalité. Une loi qui a une importance, en tout cas selon Binyamin Netanyahou, tout à fait particulière. C'est une loi formatrice et qui répond à des besoins liés à la nouvelle conjoncture en Israël. Alors, d'abord, quelle est votre première réaction face au vote de cette loi ? Bien entendu, je suis de ceux qui sont en colère et qui sont tout à fait opposés à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire à cette loi populiste qui frappe finalement la minorité arabe d'Israël. Il faut rappeler qu'il y a 20% d'Arabes israéliens, 20% de la population du pays, et c'est une loi qui vient les frapper, qui vient les heurter. Prenons un seul exemple. Voilà. Un seul exemple, la langue arabe qui est donc parlée par 20% de la population, et dès le début, David Ben Gurion, fondateur de l'État d'Israël, voulait qu'il y ait une égalité. Il était démocrate et la langue arabe était considérée comme langue officielle de l'État d'Israël, qui pouvait être employée tout à fait comme l'hébreu. Bon, dans la pratique, l'hébreu a été au cours des années employé de façon bien plus vaste que l'arabe. Par exemple, il y a plein de ministères et d'institutions publiques où n'apparaît même pas la chose désignée en arabe, mais au moins il y avait ce statut de la langue arabe comme étant officielle. Et bien cette fois-ci, non, on rabaisse la langue arabe qui deviendra une langue secondaire dans l'État d'Israël. Et c'est un seul exemple, mais oui. C'est une loi qui va à l'encontre de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Alors, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël garantit une égalité fondamentale, démocratique, entre tous les habitants du pays, et c'est quelque chose, je m'excuse, mais à quoi nous sommes, du moins une partie des Israéliens, extrêmement attachés. Et voici cette loi qui vient créer une discrimination dont il n'y avait absolument pas besoin. Alors apparemment, je reprends ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire pour Netanyahou. Voilà, c'est ça, parce que Binyamin Netanyahou dit, et il l'a dit tout de suite après le vote de la loi, il a dit il y avait besoin d'une loi comme celle-là parce qu'on avait tendance à oublier que l'État d'Israël était l'État-nation du peuple juif. Est-ce que... c'est une déclaration tout à fait populiste, antidémocratique, et qui trouve tout à fait sa place parmi les autres lois. N'oubliez pas, et vous devez la rappeler à vos auditeurs, que nous sommes face à une offensive véritablement de lois antidémocratiques dans tous les coins, contre les Arabes, contre la gauche israélienne, contre les ONG, contre la Cour suprême. Donc c'est une pièce de ce puzzle antidémocratique que le Likoud et la droite israélienne avancent ces derniers temps. Mais il faut bien avouer, Ilan, que les choses ont changé depuis la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Il était clair le caractère démocratique de l'État d'Israël a changé, et aujourd'hui, Israël, regardez l'image d'Israël dans le monde. Regardez, elle est formidable, l'image d'Israël dans le monde est aujourd'hui formidable. Je peux pas. Mais écoutez, Daniel, vous êtes mon ami, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, et vous venez de dire n'importe quoi. Non, je dis regardez l'État d'Israël aujourd'hui. L'État d'Israël aujourd'hui est considéré comme Trump et Poutine et les Chinois, vous pouvez ajouter, sont nos meilleurs amis. C'est ça qui a changé.
Non, je dis que l'État d'Israël, je dis que l'État d'Israël aujourd'hui est un État, Ilan, l'État d'Israël, parce que on dit en fait cette déclaration, elle est appréciée dans le monde. Ilan, oui, l'État d'Israël aujourd'hui, mais Ilan, c'est-à-dire il y a deux manières de voir les choses, la moitié du verre plein et la moitié du verre vide. On peut toujours critiquer et dire l'État d'Israël est dans une situation catastrophique, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence. Regardez les sondages. La semaine dernière, il y avait un sondage qui disait que l'État d'Israël était parmi les 8 puissances les plus influentes dans le monde. Alors aujourd'hui, l'État d'Israël est considéré comme un État qui est à la pointe de la haute technologie, de la lutte contre le terrorisme, de toutes sortes de choses. De la haute technologie. Et il est sollicité par de multiples États qui ne semblent pas avoir l'impression de parler à un État d'apartheid ou un État on va dire qui discrimine la population arabe israélienne. Daniel. Non, c'est pour répondre par rapport à ça. Mais non. Mais oui, c'est votre impression personnelle. Non, mais je veux insister sur le fait. Est-ce qu'on n'a pas le caractère juif de l'État d'Israël n'a pas été effrité au cours des dernières années? Est-ce que par le fait, justement, et je vais vous poser la question par rapport à la loi qui a été votée. Et cette loi, elle était aussi le reflet d'une époque. En 1994, lorsque la loi sur la loi fondamentale sur les droits de l'homme et du citoyen a été votée à l'initiative du président de la Cour suprême de l'époque, le juge Aaron Barak, elle reflétait d'une certaine manière un contexte particulier. On était au moment du processus d'Oslo, on était dans un contexte où on avait le sentiment que l'État d'Israël pouvait être un État normal, entre guillemets, qui n'était plus menacé par ses habitants, par ses voisins, etc. Et donc, on pouvait peut-être se permettre d'insister sur un traitement égalitaire. Il y avait eu besoin d'y insister. Là, peut-être qu'aujourd'hui, après 25 ans d'échec du processus d'Oslo, face à toutes les menaces qui demeurent face à l'État d'Israël, peut-être que le caractère, on a certains Israéliens ont le sentiment que le caractère juif de l'État d'Israël a été remis en cause. Écoutez, Daniel, je vous nommerai avec plaisir porte-parole de Benjamin Netanyahou. Non, je pense que... Non, oui, parce que avec je me fais le porte-parole de la majorité d'Israéliens qui sont aujourd'hui ceux qui sont, on va dire, représentés à la Knesset par une majorité d'Israéliens qui ont voté en faveur de cette loi. Voilà. Bon, écoutez, c'est dommage parce que, d'abord, un journaliste ne doit pas prendre position. Je prends pas position. Je me fais l'avocat du. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Israël est fondé sur un équilibre qui est très délicat entre son caractère juif et son caractère démocratique. Et les fondateurs de l'État d'Israël. Il y a une contradiction entre les deux? Il y a une contradiction pour vous? Non. C'est important de le souligner. Parce que... Mais non. L'État d'Israël peut être juif et démocratique en même temps. Tout à fait. Et je suis de ceux qui pensent que les fondateurs de l'État d'Israël ont eu raison parce que c'est vrai que l'État d'Israël est un État juif, qui est l'aboutissement du mouvement de libération nationale du peuple juif, et c'est tout à fait vrai. Et en même temps, les fondateurs de l'État d'Israël ont voulu que ce soit un État démocratique, qui fasse partie de cette minorité de pays dans le monde qui sont des pays démocratiques. Or, Daniel, ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est que nous sommes face à une offensive généralisée, plutôt, je dirais, de l'extrême droite que de la droite israélienne, parce que ce gouvernement, pour moi, politologue, homme de gauche, est un gouvernement de droite et d'extrême droite, eh bien, une offensive... Mais qui est légitime, tout est légitime dès le moment où la loi passe à la Knesset. Voilà. Pourquoi vous faire du souci, Ilan, puisque... je me fais du souci parce que je peux vous faire toute la liste des lois qui viennent frapper le caractère démocratique de l'État d'Israël. Mais attendez, Ilan, nous avons une Cour suprême qui est considérée et réputée... Dont on cherche tous les jours, Daniel... Tous les jours, la droite et l'extrême droite au pouvoir en Israël
cherche les moyens de rabaisser et mais aujourd'hui, le plus possible cette Cour suprême. Aujourd'hui, Ilan, d'accord. Mais aujourd'hui, savoir. Ilan, si cette loi était anticonstitutionnelle ou devait être anticonstitutionnelle et elle a été modifiée à de multiples reprises au cours des derniers mois pour justement rentrer dans le cadre d'une loi constitutionnelle. Si la Cour suprême estime que cette loi n'est pas constitutionnelle, elle pourra la casser comme elle en a déjà cassé plusieurs dans ces dernières années. Oui, mais Daniel, on ne peut pas casser éternellement toutes ces lois populistes l'une après l'autre. Ça n'est pas possible. La loi qui empêche les organisations de gauche de raconter ce qui se passe dans les territoires. Maintenant, il y en a une qui a échoué. Il faut quand même le dire à vos auditeurs. La ministre de la Culture voulait frapper extrêmement durement l'industrie cinématographique en choisissant quels films on pouvait voir et d'autres pas. Ça n'est pas passé. Il y a toujours une limite. Mais rappelez à vos auditeurs que, par exemple, c'est la loi qui permet de prendre les mères porteuses a été refusée aux homosexuels dans la même foulée que d'autres lois. Et cette loi qui empêcherait aux homosexuels, les Palestiniens de porter leurs problèmes devant la Cour suprême. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler le caractère antidémocratique de toutes ces lois. Oui, alors maintenant vous m'avez dit il y avait besoin de réaffirmer le caractère juif de l'État d'Israël. Oui. Non, pas du tout. Je pense que le caractère juif de l'État d'Israël était affirmé. Il est affirmé. C'est pas parce que la langue arabe, la langue de la minorité, était reconnue comme langue officielle et elle ne l'est plus, que le caractère juif de l'État d'Israël est moins affirmé. C'était une loi antidémocratique et populiste que la majorité de la Knesset a votée. Je voudrais vous poser une question, puisque vous êtes professeur de sciences politiques, mais aussi vous connaissez très bien l'histoire du sionisme. Lorsque David Ben Gurion parlait de peupler le Negev, il ne parlait pas de peupler le Negev de populations arabes, de villages dans lesquels on pouvait, juifs, arabes, druzes pouvaient vivre ensemble. Il parlait de, on va dire, puisque c'est le terme, les Yahed, plus judaïser le Negev, c'est-à-dire le peupler de juifs. Alors, est-ce que cela veut dire que, quelque part, David Ben Gurion aussi, à l'origine, eh bien, il avait des intentions qui étaient peut-être un peu racistes, un peu comme cette loi, comme vous qualifiez cette loi d'une certaine manière? Ah non, d'abord, cette loi, je la qualifie de raciste. Oui, c'est ça. Cette loi qui est passée. Mais c'est pas ça. Je veux répondre à cette question sur Ben Gurion. Premièrement, je dirais que je suis de ceux, par exemple, qui pensent qu'il y a des régions entières de l'État d'Israël où il y a très peu de juifs et qu'il faut inciter, et c'est une très bonne idée d'inciter la jeunesse juive israélienne à aller s'y installer. La jeunesse juive israélienne adore être dans les grandes villes, elle adore Tel Aviv, elle est aussi à Jérusalem, à Haïfa, mais il y a des régions entières de l'État d'Israël où les jeunes juifs israéliens ne veulent pas s'installer. Aujourd'hui, le Negev, la Galilée, etc. Et là, il s'agit d'une mesure pratique. Je pense que c'est une très bonne idée d'insister sur l'importance de la Hitiyashvut, c'est-à-dire de notre présence dans toutes les parties de l'État d'Israël. Mais ça, c'est une mesure pratique, territoriale, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec l'affaire de principe, que nous sommes un pays où il y a 80% de juifs, où nous pouvons exercer notre judaïsme de la façon la plus totale. J'imagine, Daniel, que personne ne vous empêche de faire quelque chose de votre judaïsme en Israël, mais que nous devons respecter les droits de la minorité. Mais vous avez l'impression que les droits des minorités avant cette loi et après cette loi vont changer, c'est-à-dire que les droits, par exemple, les droits des musulmans en Israël, des chrétiens en musulmans vont changer. Non, mais c'est une loi inutile parce que précisément ma réponse c'est que ça ne va rien changer, qu'il n'y avait pas besoin de cette loi,
que contrairement à ce qu'a dit Netanyahou, il n'y avait strictement, absolument pas besoin de cette loi, et que c'est une loi pour faire plaisir à la base de droite de la coalition, à la base du Likoud. Regardez ce que j'ai fait, j'ai encore donné un bon coup aux Arabes, votez pour moi aux prochaines primaries du Likoud, aux prochaines primaires du Likoud. Oui, c'est une loi populiste. Comme toutes les lois populistes, elle ne va pas changer grand-chose, c'est vrai. Elle ne va pas changer grand-chose, mais elle était inutile. Ah oui, vous la trouvez utile, Daniel? Non, je peux accepter, je peux admettre avec vous que cette loi... Je peux admettre avec vous que cette loi a essentiellement un effet déclaratif, qu'elle ne va pas modifier là-dessus. C'est probablement le plus important. Alors en quoi elle était nécessaire? Je vais dire peut-être pourquoi peut-être elle était nécessaire. Au début du processus d'Oslo, les négociations n'évoquaient jamais le caractère juif de l'État d'Israël, la nécessité. Et alors pourtant, au bout d'un certain moment, après l'intifada, la seconde intifada, après que les Palestiniens aient refusé certaines propositions qui avaient été faites par Ehud Barak de règlement du conflit israélo-palestinien, Binyamin Netanyahou a senti qu'il y avait derrière cela un problème qui allait au-delà du problème territorial et qu'il y avait une volonté de ne pas reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Lorsque vous parlez à des Palestiniens, eh bien ils vous diront, beaucoup vous diront, et moi j'en ai fait personnellement l'expérience, ils vous diront cette terre est une terre arabe, ce n'est pas une terre qui appartient au peuple juif. Et là le débat est là, parce qu'on comprend que le problème n'est pas un problème territorial qui peut se régler comme on pensait le régler au moment du processus d'Oslo, mais que c'est un problème d'ordre religieux. Et à partir du moment où le problème est d'ordre religieux, alors on parle juifs, musulmans, juifs, chrétiens, et donc on a besoin d'insister sur l'appartenance du peuple de cette terre au peuple juif et à la nation d'Israël. Donc c'est peut-être ce qui est à l'origine de cette loi. Bon, vous savez, cher Daniel, non seulement mon amitié, mais mon respect pour vous. Mais je pense que on discute amicalement. Ce que vous avez dit, non, d'accord, mais ce que vous avez dit là ne tient pas debout. Binyamin Netanyahou est un politicien, c'est un politicard, comme on dit en français. C'est quelqu'un qui n'a aucune espèce de principe en rien, comme les affaires judiciaires qui lui pendonnaient le prouvent les unes après les autres. Il n'est intéressé qu'à voir son propre intérêt et l'intérêt du Likoud dans la politique israélienne. Donc ne me parlez pas de principe ou de valeur. Il a cherché par cette loi je parle pas de se réassurer. Ah mais vous avez parlé de Netanyahou. Je parle pas de Netanyahou. Netanyahou est celui qui est derrière cette loi. S'il ne l'avait pas voulu, elle n'aurait pas eu lieu. Il y a des lois qui sont proposées par d'autres qui laissent passer. Mais là, c'est une loi Netanyahou, c'était une loi inutile, qui n'avait absolument aucune raison d'être, et c'est une loi qu'il a poussée dans un esprit purement de satisfaction de sa base politique. Ne me parlez pas ni des accords d'Oslo, ni du processus de paix, ni de ce que les Arabes... C'est la toile de fond, c'est un peu la toile de fond. De toute façon, non, ce que les Arabes veulent ou ne veulent pas, s'ils veulent détruire l'État d'Israël, s'ils veulent un autre État, etc., ce n'est pas ça qui, cette nuit, était en cause. Ce qui était en cause, c'était la volonté de Netanyahou de dire à sa base politique, regardez, j'ai donné un coup de plus à la minorité arabe, je l'ai rabaissé, je l'ai humilié, donc c'est pas ce qu'il a dit, mais enfin... Votez pour nous aux prochaines élections. On s'approche des prochaines élections. Vraiment, qui sont très proches, je ne sais pas quand elles auront lieu, et c'est le moment de rassurer sa base en lui donnant quelque chose à manger. Voilà ce qu'était cette loi antidémocratique et antipopuliste, et elle n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe. Bon, eh bien, Ilan Gretsamer, c'était passionnant de discuter avec vous amicalement, véritablement amicalement. Bien sûr, absolument. Parce que ce sont des sujets qui nous touchent, nous sommes tous israéliens, nous sommes tous juifs israéliens. Nous sommes tous sionistes on peut avoir deux avis différents. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué votre position. Et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée.
Voilà, nous allons marquer une pause, un jingle, et puis tout de suite après la revue de la presse et des médias.